Je vais répondre aujourd'hui à des questions pour essayer de sortir des idées toutes faites sur les débuts de l'islam. On m'a dit récemment pourquoi le mouvement islamique premier a-t-il enthousiasmé le Moyen-Orient avant d'être canalisé, récupéré par la dynastie omeyyade puis abbasside. Je réponds. Personne n'a enthousiasmé personne et il n'y a pas de mouvement islamique premier. Alors je vais donner quelques précisions pour sortir de ce type d'idées toutes faites sur les débuts de l'islam. La sortie des tribus d'Arabie, c'est une expansion qui s'est produite ailleurs, à maintes occasions, dans l'histoire générale, de la part de nombreuses tribus, comme celle des Celtes, des Huns ou des Mongols, entre l'Asie et l'Europe. La différence, c'est que pour des raisons anthropologiques, le contrôle des terres extérieures par les tribus d'Arabie a été rentière, tout au moins pendant plusieurs décennies, voire pendant plus d'un siècle. Ce que je veux dire par là, c'est le fait qu'en Arabie, on avait affaire à des sociétés de petit nombre, sans structure étatique contraignante, car les tribus d'Arabie étaient forcées de répondre constamment et sans en référer à quiconque aux aléas d'un milieu naturel difficile. C'est essentiellement pour cette raison que la conquête s'est limitée pendant un certain temps à la simple demande de versement d'un tribut annuel. La prise de contrôle des terres extérieures à l'Arabie a donc été peu destructrice. Elle a conservé intactes les structures sociales et économiques en place. Elle a pris à son service les fonctionnaires des administrations précédentes. Mais plus que tout, elle n'a exercé aucune pression idéologique ni religieuse sur les populations extérieures à l'Arabie. La porte des conversions était en effet restée quasiment fermée, sauf si on parvenait à s'affilier à une tribu arabe. Or, c'était difficile, voire quasiment impossible, sauf pour ceux qui, pour des raisons diverses, se trouvaient au contact direct d'une fraction expatriée hors d'Arabie des dites tribus. Les Omeyyades font encore totalement partie de cette première phase, qui s'appuie politiquement sur le modèle sociologique tribal, et qui perdure jusqu'à la chute brutale de leur dynastie en 750. La vraie rupture commence donc avec les Abbassides, qui étaient pourtant eux aussi des Mécois d'origine. Mais ils étaient désormais suffisamment loin de leurs origines arabiques. Alors ce sont eux qui, par pragmatisme et opportunisme politique, ce sont eux qui rompent définitivement avec le modèle des solidarités tribales. Ce sont eux qui commencent à construire une société qui intègre les populations des terres extérieures à l'Arabie sur le modèle des empires qui les ont précédés. Ils le font d'abord en s'appuyant sur les élites des populations extérieures, sans d'ailleurs exiger la moindre conversion. Ils le font ensuite, à partir du milieu du IXe siècle, sous le calife Al-Mutawakkil, qui règne entre 847 et 861, en commençant à s'appuyer sur une base plus large pour s'adapter à la conjoncture, celle de la conversion massive et spontanée entre le IXe et le Xe siècle des populations des grandes cités urbaines de leur empire. L'islam, religion que l'on connaît, s'est donc construit à partir du moment de rupture abbasside, avec l'ouverture de la porte des conversions, qui était restée à peu près totalement fermée jusque-là. Cela produit une nouvelle société impériale, d'abord très multiculturelle, mais qui se fractionne assez rapidement ensuite en entités politiques régionales. Pourtant, l'ancien ensemble impérial garde une remarquable unité culturelle et religieuse.
il le doit sans doute en grande partie à la construction d'une mythologie commune de l'origine. Bien que cette mythologie ait été totalement fabriquée autour de figures fondatrices, elle semble avoir eu un effet fédérateur des mentalités dans un contexte d'expansion et de prospérité qui est tout à l'inverse de l'idéologie de repli du salafisme actuel. La mythification positive du passé a commencé à se construire au début des Abbassides. D'abord, pour des raisons évidentes de légitimation politique, avec la commande officielle de la Sira, la vie du prophète, qui mélange déjà le mythe et la mémoire reconstruite du passé. Ce qui est avant tout une production idéologique sert alors opportunément le prestige de la dynastie au pouvoir qui descend d'un des oncles paternels de Mohammed. Dans ce qui devient ensuite le sunnisme, au sens premier, la voie à suivre, entre le 9e et le 10e siècle, la figure prophétique n'a fait que se sacraliser de plus en plus, en effaçant à peu près totalement les traits de celui qui a d'abord été un homme de son temps et de sa société, transformant la figure prophétique en modèle inégalable et insurpassable. Cette tendance idéologique est encore bien ancrée aujourd'hui comme fantasme et comme idéologie compensatoire. Cela a conduit aux horreurs et aux crimes que l'on sait. Parallèlement au sunnisme, le chiisme s'est construit lui aussi à l'époque abbasside. D'abord politiquement, dans une simple rivalité de cousins issus du même clan hachémite, celui de Mohammed, avec les Abbassides. Puis le mythe a pris de plus en plus le relais à partir du Xe siècle. Ainsi, la figure de Ali, le cousin et le gendre de Mohammed, est entrée avec lui dans une sorte de face-à-face antagoniste qui oppose l'imam guide quasiment sanctifié et surhumanisé à la figure d'un simple prophète. Au passé réel de la première époque, c'est là aussi progressivement substitué une légende que l'on fait remonter jusqu'aux origines dans le fantasme et dans une reconstruction mythique encore plus extrême et extravagante. On voit combien il est important de distinguer le mythe de l'histoire telle qu'elle s'est vécue de manière humaine, et non fantasmatique en son temps. Quant au mythe, il ne s'agit pas de le rejeter. Il faut, au contraire, s'attacher à le décrypter pour comprendre les raisons de son émergence dans l'imaginaire collectif d'une époque, en se donnant les moyens de retrouver son contexte et les conditions de sa fabrication historique. À bientôt.